À l'ère de l'exploration spatiale, la sonde Phoenix de la NASA descend vers le sol martien. Elle découvre rapidement un trésor, de l'eau glacée. Enfouis sous la surface de la planète rouge, se trouvent des restes d'eau. La Terre n'est désormais plus la seule planète qui possède le principal ingrédient de la vie telle que nous la connaissons. Tout au long de l'histoire, nous avons observé les autres planètes dans le ciel. Les humains regardent les étoiles depuis aussi longtemps qu'ils en sont capables. Les sondes spatiales et les modules atterrisseurs se sont aventurés sur d'autres planètes, Mercure, Vénus, Mars. Il a fallu inventer de tout nouveaux domaines de l'astrodynamique pour pouvoir faire ce genre de choses. Chaque voyage révèle les secrets de notre système solaire. On apprend beaucoup sur la Terre en étudiant les autres planètes. Et nous rapproche de la possibilité d'une vie extraterrestre. Nous avons pris conscience qu'il y avait eu de l'eau sur Mars et que l'environnement avait même peut-être pu être propice à la vie. Chaque mission nous permet d'envisager la vie ailleurs que sur la Terre un peu plus facilement. Dès que nous poserons le pied sur une autre planète, nous la modifierons pour toujours. Il y a 4,6 milliards d'années, notre système solaire n'était qu'un gigantesque nuage de gaz et de poussière formé par de vieilles étoiles. Mais sous l'effet de la gravité, ce nuage a commencé à s'effondrer, à tourner de plus en plus vite et à s'aplatir jusqu'à former un disque. Les systèmes planétaires forment presque toujours des disques plats, car des éléments en rotation dans l'espace ont tendance à s'aplatir. Une sphère de gaz très dense se forme alors au centre. En son cœur, sous une chaleur et une pression intenses, l'hydrogène commence à subir une forme de transmutation, la fusion nucléaire, libérant une explosion d'énergie qui se poursuit encore aujourd'hui. Le Soleil vient de naître. Dans ce nouveau système solaire, de petits grains de poussière commencent à se coller les uns aux autres. En l'espace d'une centaine de millions d'années, certains d'entre eux deviennent tellement gros que leur propre gravité les transforme en sphères. Les planètes ne sont en réalité que des restes de la formation du Soleil. Peu à peu, elles ont accumulé de plus en plus de matière du disque qui entourait le Soleil. Le rayonnement du Soleil chasse du système interne les gaz plus légers, comme l'hydrogène et l'hélium. La glace ne peut pas encore se former, et 4 planètes rocheuses apparaissent. Mercure, Vénus, la Terre et Mars. On parle de planètes telluriques. Ce sont les planètes internes, des corps rocheux. Bien que leur processus évolutif soit similaire au départ, chacune d'entre elles connaît ensuite un destin unique. En étudiant ces planètes telluriques, nous en apprenons davantage sur notre propre histoire. L'exploration spatiale consiste essentiellement à en apprendre davantage sur nous-mêmes. Vénus est la planète la plus brillante dans le ciel. C'est également notre voisine la plus proche dans le système solaire, puisqu'elle se trouve à 38 millions de kilomètres de la Terre, lorsque les deux planètes sont alignées du même côté du Soleil. Vénus nous a permis de mieux comprendre la place que la Terre occupe dans l'univers. Dans les années 1600, Galilée observe les phases de Vénus et corrobore ainsi la théorie de Copernic, selon laquelle les planètes graviteraient autour du Soleil plutôt qu'autour de la Terre. La compréhension du système solaire par l'humanité progresse au cours des siècles. Mais les nuages opaques qui enveloppent Vénus suscitent des interrogations sur l'existence de marais ou même d'océans habitables en dessous de cette couche nuageuse.
Grâce au développement du premier robot destiné à explorer une autre planète, les réponses semblent à portée de main. Mais tout engin qui s'aventure au-delà de la bulle protectrice de la Terre fait face aux dangers de l'espace interplanétaire. Dans l'espace, une sonde peut être soumise à des conditions qui dépassent de loin tout ce que nous connaissons sur Terre. Nous avons beaucoup de chance que l'atmosphère terrestre nous protège des températures extrêmes et du rayonnement solaire. Plus nous nous approchons du Soleil, plus il y a de radiation. Et lors d'une éruption solaire, des jets très puissants de particules chargées peuvent endommager les composants électroniques d'un engin spatial. Le développement des sondes pour l'environnement spatial exige une étude minutieuse des radiations, de la chaleur et de la pression, mais aussi des changements de température, parce qu'il est très fréquent d'observer de très fortes variations de température au cours d'une mission. Au début des années 1960, la NASA commence à développer des engins spatiaux pour explorer le système solaire. Le programme Mariner consiste à envoyer 10 sondes vers les planètes telluriques sur une période de 10 ans. Après l'échec de la sonde Mariner 1, moins de 5 minutes après son lancement, les espoirs de survoler Vénus se tournent vers la sonde suivante. Mariner 2, a sophisticated unmanned spacecraft with orders to gather data on the planet Venus. La sonde Mariner 2 est lancée depuis Cap Canaveral le 27 août 1962. Mais piloter un engin spatial vers le centre de notre système solaire est un sacré défi. Il est très difficile de rejoindre les planètes telluriques. L'énergie cinétique d'une sonde peut être très importante, donc il faut pouvoir la ralentir pour éviter qu'elle ne passe à côté de la cible. L'engin spatial qui quitte la surface de la Terre a une vitesse extrêmement élevée. Il doit donc être capable de perdre cette vitesse pour pouvoir atteindre Vénus. Quatre mois après avoir quitté la Terre, Mariner 2 survole Vénus et devient la première sonde à survoler une autre planète. Mariner 2 a été le premier engin spatial à survoler notre système solaire avec succès, et donc à s'approcher de Vénus. Elle nous a permis de découvrir la couche de nuages qui recouvre la planète, ainsi que les gaz présents dans son atmosphère. Mariner 2 révèle une atmosphère très épaisse, presque entièrement composée de dioxyde de carbone. Vénus est une planète très hostile. Nous n'aimerions pas y vivre. De l'acide sulfurique tombe sous forme de pluie, entraînée par des vents dont la vitesse est proche de celle d'un ouragan. Mais elle ne peut pas atteindre la surface de la planète à cause de la chaleur. Bien que sa taille soit proche de celle de la Terre, Vénus n'a rien d'une planète jumelle, puisque son effet de serre, une accumulation incontrôlable de gaz qui retiennent la chaleur, est extrêmement puissant. Les nuages retiennent la chaleur, ce qui augmente le taux de dioxyde de carbone émis par les volcans. Et cette chaleur provoque à son tour une forte évaporation et crée plus de nuages. On a donc une couche de nuages isolée et bouillonnante. L'accumulation de son atmosphère épaisse n'a pas seulement influencé la température et la pression de Vénus. Mariner 2 confirme que Vénus tourne sur son axe dans le sens contraire à celui des autres planètes. Mais cela n'a peut-être pas toujours été le cas. Nous pensons qu'au cours des premiers milliards d'années qui ont suivi sa formation, Vénus tournait dans le même sens que les autres planètes. Puis qu'au cours des derniers milliards d'années, elle a ralenti et s'est presque arrêtée avant de commencer à tourner dans le sens inverse. L'atmosphère plus épaisse de Vénus est sans doute en cause. L'influence gravitationnelle du Soleil a pu exercer sur elle une force suffisante pour provoquer une rotation rétrograde. Tout ce que nous savons, c'est qu'il y a quelque chose de très étrange dans l'histoire de Vénus. Elle a une atmosphère très inhabituelle, et peut-être que les deux sont liés. Dans la foulée de Mariner 2, les Soviétiques lancent le programme Venera. L'objectif n'est pas simplement de survoler Vénus,
mais de toucher sa surface. Pendant la guerre froide, alors que les États-Unis visaient la Lune, l'URSS lançait également des missions sur Vénus. Nous aurions donc pu l'appeler aussi la planète rouge. Les premières sondes sont détruites par la pression élevée avant même d'atteindre la surface de la planète. Lorsque la première mission visant à obtenir des données plus précises a été lancée, nous avons tous compris que l'environnement de Vénus était extrêmement hostile. Le parachute de la sonde suivante est en partie détruit, mais elle atteint la surface intacte. Vénéra 7 est la première sonde à transmettre des données depuis la surface d'une autre planète. La sonde survit pendant 23 minutes avant de succomber à la chaleur et à la pression. Le programme Vénéra mené par l'URSS a été un véritable succès en matière d'exploration scientifique de notre système solaire. La sonde relève une température de surface de 475 degrés Celsius et les scientifiques en déduisent une pression atmosphérique 91 fois supérieure à celle de la Terre au niveau de la mer. Cinq ans plus tard, en 1975, Vénéra 9 fournit la première image de la surface d'une autre planète. Une photographie en noir et blanc, montrant une surface rocheuse plutôt ordinaire. Il semblait presque impossible de faire atterrir une sonde sur la surface de cette planète. Mais les Russes y sont parvenus et ont livré les premières images de cette planète. Et une fois cette mission réussie, il a été possible de préparer les futures missions en s'adaptant aux conditions de surface que nous connaissions désormais. Les Soviétiques poursuivent le programme Vénéra dans les années 1980, fournissant toujours plus d'images et de données. Encore aujourd'hui, ces images nous aident à mieux comprendre cette planète, même si nous n'en étudions que quelques petites zones. Plutôt que de se concentrer sur une petite région de Vénus, la prochaine mission de la NASA consiste à cartographier la quasi-totalité de sa surface. Le 4 mai 1989, Magellan devient la première sonde spatiale interplanétaire lancée à partir d'une navette. L'avantage de lancer une sonde telle que Magellan depuis une navette plutôt que depuis une fusée conventionnelle, c'est de pouvoir contrôler un peu plus facilement son lancement. Ce sont des humains qui pilotent la navette, donc ils peuvent vérifier le fonctionnement de la sonde en toute sécurité avant de la lancer dans l'espace. Cela permet d'envoyer une sonde de manière efficace, sans avoir à effectuer de manœuvres difficiles ou quoi que ce soit à partir de la sonde elle-même. We started the elevation procedures for the deploy. We went ahead and threw the switch and sent Magellan on its way. Quatre mois après avoir quitté la Terre, Magellan commence à transmettre des images radar du sol vénusien. La sonde Magellan a utilisé un radar pour percer cette couche de nuages et observer une surface complètement inconnue. C'était un monde couvert de volcans et de coulées de lave. La cartographie de Vénus a rapidement montré que c'est une planète active. Elle a une activité volcanique et sismique. Il se passe des choses à sa surface. Le sol change, le sol se forme. Bien que certaines zones témoignent de changements sur le plan géologique, la croûte de Vénus a des centaines de millions d'années de plus que celle de la Terre. Notre voisine ne peut pas renouveler sa roche de la même manière que notre planète, grâce au mouvement des plaques tectoniques. Magellan révèle la possibilité que, dans les 2 premiers milliards d'années de son histoire, Vénus ait pu ressembler à la Terre, avec un océan d'eau liquide et des températures de surface habitables.
Nous pensons que Vénus avait à l'origine une atmosphère similaire à celle de la Terre, mais qu'avec le temps, l'eau s'est évaporée à cause du rayonnement solaire, car Vénus est plus proche du Soleil que la Terre et reçoit donc plus de rayons. Avec les années, la luminosité du Soleil augmente, éclairant la Terre d'une lumière toujours plus puissante. Si nous ajoutons à cela l'augmentation de gaz à effet de serre provoquée par l'humanité, notre planète pourrait un jour connaître un sort similaire. Il se peut que la planète Terre évolue de la même manière, ce qui nous incite à considérer notre environnement comme quelque chose de précieux. Les origines de Vénus représentent un mystère que nous aimerions percer, ne serait-ce que pour éventuellement sauver notre propre avenir. Vénus est un peu comme la jumelle maléfique de la Terre, et c'est grâce à toutes ces missions robotisées que nous l'avons découvert. En 2006, Vénus Express est lancée par l'Agence spatiale européenne et placée en orbite autour de la planète. L'une des découvertes les plus surprenantes que fait la sonde spatiale est la présence d'une région particulièrement froide dans l'atmosphère de la planète, dans laquelle le dioxyde de carbone peut geler et se transformer en neige. Avec une température de moins 175 degrés Celsius, les couches atmosphériques comme celle-ci intéressent les exobiologistes. L'atmosphère de Vénus pourrait abriter une certaine forme de vie. C'est possible, mais ça ne ressemblerait pas du tout à ce que nous avons sur Terre. Dans un monde aux multiples extrêmes, une multitude de mystères demeure. À mon avis, Vénus conservera ses mystères encore un peu plus longtemps, parce qu'elle les préserve vraiment très bien. Nommé d'après le dieu romain des voyageurs et des voleurs, également messager des dieux, Mercure est la plus petite planète de notre système solaire. À une distance moyenne de 77 millions de kilomètres de la Terre, Mercure est la planète la plus proche du Soleil. Mercure est une planète minuscule, située très près du Soleil. Et ce dernier produit un flux constant de particules chargées très chaudes, qu'on appelle le vent solaire. Et il y a très longtemps, ce vent solaire a emporté l'atmosphère de Mercure, ce qui a créé une petite atmosphère d'hélium à partir des gaz contenus dans les roches à la surface de la planète. Les températures de Mercure sont extrêmes. Plus de 400 degrés Celsius le jour et moins 200 la nuit. La compréhension de ce monde minuscule est cruciale pour l'étude des planètes telluriques. La planète Mercure est remarquablement dense. Tout comme la Terre, l'intérieur de Mercure comporte plusieurs couches. Cependant, son noyau représente une part bien plus importante de sa masse totale, 85% contre 55% pour la Terre. Il suffit de décortiquer l'atmosphère de la Terre, de Vénus ou de Mars et les éléments qui s'y trouvent pour découvrir ce à quoi ressemble probablement la base d'une planète. Mercure nous donne l'opportunité de remonter le temps jusqu'au premier jour de notre système solaire. C'est pour ça qu'elle nous fascine. Lancée le 3 novembre 1973, Mariner 10 est la dernière sonde spatiale du programme, mais la toute première sonde destinée à Mercure. You've got a means of getting a tremendous amount of information that is beyond our imagination at the present point in time. Les coûts énergétiques pour s'enfoncer si profondément dans le puits gravitationnel du Soleil, comme le fait Mercure, sont plus élevés que pour aller dans l'autre sens, vers les planètes du système externe. Il a fallu inventer de tout nouveaux domaines de l'astrodynamique pour pouvoir faire ce genre de choses. Dans le but d'atteindre Mercure, Mariner 10 est la première sonde spatiale à utiliser une manœuvre d'assistance gravitationnelle. D'abord envoyée près de Vénus, elle utilise la gravité de cette dernière pour réduire la taille de son arc autour du Soleil, modifiant ainsi sa trajectoire et lui permettant d'atteindre sa cible. Il faut lancer la sonde spatiale exactement au bon moment, effectuer des manœuvres orbitales très précises et modifier la trajectoire de la sonde, parce que sinon elle risque de manquer sa cible.
An error of only 1 mile at Venus, if not corrected, could result in a 1,000-mile error at Mercury. En s'approchant de Mercure, Mariner 10 commence à transmettre des photographies d'une planète parsemée de gros cratères, dévoilant ainsi d'autres indices sur la formation de notre système solaire. Nous pensons que ces énormes cratères sont la preuve d'un bombardement. Peu après la formation du système solaire, il y a eu une période au cours de laquelle une grande quantité d'astéroïdes et de comètes ont bombardé les planètes. Mariner 10 est la première sonde spatiale à retourner vers sa cible, puisqu'elle survole Mercure 3 fois au total. Survoler la planète non pas 1 fois ni 2 fois, mais 3 fois, nous a permis d'en apprendre beaucoup plus sur cette manœuvre d'assistance gravitationnelle, essentielle à toutes les missions que nous effectuons aujourd'hui dans le système solaire. Mariner 10 a été le pilier de chacune des missions que nous avons menées depuis. Au cours de ces 3 rencontres avec Mercure, Mariner 10 a fourni plus de 2700 photos de la planète, dévoilant ainsi près de la moitié de sa surface. Depuis mars 1975, la sonde spatiale dort profondément, toujours en orbite autour du Soleil. La prochaine mission à destination de Mercure nécessite des décennies de préparation. 2, 1, and lift-off of Messenger on NASA's mission to Mercury, a planetary enigma in our inner solar system. Après un voyage de 7,9 milliards de kilomètres qui aura duré 6 ans, Messenger se place en orbite autour de Mercure en 2011. Messenger est la première sonde spatiale à être mise en orbite aussi longtemps autour de la planète Mercure pour en cartographier la surface complète. La sonde doit faire 15 fois le tour du Soleil avant d'atteindre la vitesse et la position exacte pour être capturée par la gravité de Mercure. Nous avons une vue d'ensemble de la planète. Et nous avons surtout pu observer les zones polaires de Mercure, où se trouvent des cratères qui étaient dans l'ombre depuis des milliards d'années. We're seeing all kinds of evidence for volcanism, the tectonic deformation of these plains, ghost craters, which are pre-existing impact craters that were later covered over by lava. Les images saisissantes de la surface de la planète permettent de confirmer une théorie selon laquelle Mercure est en train de rétrécir. C'est un phénomène qui se produit à un stade avancé de l'évolution des planètes. Ces dernières étaient très chaudes au début de l'histoire du système solaire, et la plupart de cette chaleur se trouve toujours en leur sein. Lorsque l'intérieur de Mercure se refroidit et libère la chaleur générée lors de sa formation initiale, la surface est aspirée vers l'intérieur, ce qui provoque le rétrécissement de la planète. La surface est marquée, et nous constatons ces fissures et ces failles à mesure que le sol sous la croûte se rétrécit. Mercure est une planète très étrange, qui mérite toute notre attention. La mission Messenger prend fin de manière spectaculaire en 2015. Nous préférons terminer une mission de la manière la plus utile possible sur le plan scientifique. Lorsque la sonde spatiale Messenger est tombée en panne de carburant, elle a été soumise à une dernière expérience qui consistait essentiellement à s'auto-immoler sur la surface de Mercure. Bien que nous puissions étudier Mercure depuis son orbite et faire des suppositions sur la densité de sa surface, la meilleure manière d'obtenir des réponses est de faire s'écraser la sonde spatiale. En se rapprochant de la surface de Mercure, Messenger a pu collecter des données sur les anomalies magnétiques de la croûte et sur la glace qui se cache dans certains cratères obscurs, près des pôles de la planète. Mais Mercure ne restera pas seul longtemps. En 2018, la sonde spatiale Bepi Colombo
est lancée conjointement par l'Europe et le Japon vers la planète la plus proche du Soleil. Les missions sont conçues pour être aussi souples que possible au niveau des capacités d'expérimentation, parce que nous ne savons tout simplement pas quelles sont les questions à poser à des planètes comme Mercure et Vénus. Et c'est ce qui rend l'exploration passionnante. Mars, une planète 2 fois plus petite que la Terre, apparaît comme une tache rouge dans le ciel. L'orbite de Mars, la planète tellurique la plus éloignée du Soleil, se situe à 78 millions de kilomètres de celle de la Terre. Avec l'amélioration de la technologie des télescopes au XIXe siècle, les observateurs commencent à identifier des formes fascinantes sur la surface martienne. Les esquisses de l'astronome italien Giovanni Schiaparelli suggèrent l'existence d'architectes extraterrestres. À la fin du XVIIIe siècle, Schiaparelli observe Mars et dessine des cartes de sa surface et de certains des éléments qu'il nomme canali, ce qui veut dire canaux en italien. Ces découvertes ont suscité beaucoup d'enthousiasme. Les gens pensaient que nous avions des voisins et que si nous allions sur Mars, nous pourrions rencontrer d'autres êtres. Dans les années 1960, les sondes envoyées sur la planète rouge cherchent à distinguer la réalité de la science-fiction. La 4e sonde du programme Mariner devient le premier visiteur de la planète Mars. En quelques heures, Mariner 4 prend 21 photographies entières, plus une 22e partielle. Mais il faut près de 9 heures à chacune d'entre elles pour être transmise à la Terre. Ils ont attendu longtemps pour recevoir une toute petite quantité de données. Ils ont tellement attendu qu'ils ont commencé à colorier les images, parce que le traitement des données allait encore prendre longtemps et qu'ils étaient trop impatients. Mais les images ne révèlent pas un monde de canaux extraterrestres. Lorsque la sonde Mariner 4 nous a transmis les images de Mars, elle nous a dévoilé un paysage absolument désert. Ils ont vu des roches sèches, des cratères et de la poussière. Et ce n'était pas du tout ce à quoi ils s'attendaient. Ils ont sûrement été très déçus à l'époque. Nous pensions que les variations que nous observions sur la Terre se retrouveraient ailleurs. Nous ne nous rendions pas compte à quel point l'eau et la vie étaient uniques. Mais les photos de Mariner 4 ont été prises au cours d'un survol rapide. Un voyage prolongé vers Mars pourrait en révéler davantage. L'avant-dernière mission du programme Mariner déterminera réellement si Mars est habitable ou non. La sonde Mariner 9 est lancée en mai 1971. Mariner's rocket engine will be fired for 15 minutes, slowing it by 3,500 miles per hour so it can go into orbit. Mariner 9 devient la première sonde spatiale mise en orbite autour d'une autre planète. Les instruments de la sonde dévoilent la planète telle que nous la connaissons aujourd'hui. In nearly a year of operation, 2 television cameras transmit more than 7,000 photographs to ensure that the entire Martian surface will be mapped. C'est une planète avec 2 hémisphères. L'hémisphère nord-est est presque parfaitement lisse. Et sur l'hémisphère sud, il y a beaucoup de cratères et de régions montagneuses. Et entre les deux se trouve cette anomalie qu'on appelle le dôme de Tharsis.
où il y a visiblement eu une forte activité volcanique au début de l'histoire de la planète. An enormous rift valley, almost 3,000 miles long, an astounding feature which no one expected on Mars. Mars abrite la plus haute montagne du système solaire, le mont Olympe, un immense volcan. Il y a des tempêtes de poussière dans la fine atmosphère de Mars. Elle a sa propre météorologie et c'est une planète très active. Il y a des lits de rivières fossilisées, des gisements de minéraux qui n'ont pu se former que dans des mers ou des lacs, et certains éléments qui révèlent la présence d'océans. Avec le temps, au fil des découvertes, nous avons compris qu'il y avait eu beaucoup d'eau autrefois sur Mars. Mariner 9 apporte les premières preuves que la surface martienne a un jour abrité de l'eau. La première exploration rapprochée de Mars est réalisée par deux sondes identiques, Viking 1 et Viking 2. Elles ont été développées dans le but d'en apprendre le plus possible sur la surface de Mars, compte tenu de la technologie disponible à cette époque. A small shovel on the end of a telescoping arm will scoop up some Martian soil, then drop it into a chemical analyzer on the Viking landing craft. Viking 1 et Viking 2 doivent se poser de chaque côté de la planète. La première photo de la mission Viking montre le pied du module atterrisseur. Cette première image est très intéressante parce qu'elle donne des informations scientifiques sur la surface du sol. En plus de rassembler des photographies et des données sur la surface, les modules Viking réalisent 3 expériences à la recherche de signes de vie. Les sondes Viking cherchaient des signes sur Mars, comme la présence de microbes méthanogènes, des microbes qui émettent du méthane. Y avait-il des Martiens? Y avait-il une forme de vie quelque part à la surface ou sous la surface de cette planète? Les scientifiques concluent que la composition du sol martien, associée aux rayons ultraviolets du Soleil, limite la formation d'organismes vivants. Mais les découvertes des sondes Viking n'excluent pas la possibilité que Mars ait pu abriter la vie dans le passé. Le programme Viking consistait simplement à lancer 2 modules d'atterrissage à 2 endroits différents de la surface martienne. Mais pour explorer la planète, il faut pouvoir se déplacer. Donc une petite astromobile appelée Sojourner a été envoyée sur Mars lors de la mission Mars Pathfinder en 1997. Il a démontré que nous pouvions faire fonctionner un petit véhicule automatisé sur la surface martienne, mais il ne pouvait pas aller très loin. Donc la NASA a ensuite décidé de construire 2 véhicules, à la fois module atterrisseur et astromobile. Les astromobiles de la mission Mars Exploration Rovers sont des robots jumeaux, alimentés par l'énergie solaire et conçus pour récolter des preuves que Mars abritait autrefois de l'eau. Ils étaient équipés d'un laboratoire. Celui-ci leur permettait de déterminer la teneur en minéraux et autres propriétés des échantillons qu'ils collectaient. C'était révolutionnaire. Ils pouvaient se déplacer sur la planète comme des êtres humains. Spirit a atterri dans un cratère qui, d'après les données récoltées, était autrefois rempli d'eau. Mais au cours de son histoire, ce cratère était recouvert par une couche de lave. Donc Spirit a dû faire un voyage beaucoup plus long et parcourir plusieurs kilomètres pour atteindre des montagnes. Et dès qu'il est sorti du champ de lave, il a trouvé une roche que nous avons surnommée Pot of Gold. C'était la preuve qu'il y avait eu de l'eau quelques milliards d'années auparavant.
Spirit trouve une roche riche en fer et en magnésium, qui n'a pu se former que lorsque Mars était humide et chaude. Le jumeau de Spirit atterrit avec succès de l'autre côté de la planète. L'astromobile Opportunity a atterri dans un tout petit cratère en plein dans le mille. Et juste devant lui se trouvaient des strates de roches sédimentaires qui ne peuvent se former qu'en présence d'eau stagnante. The puzzle pieces have been falling into place. We have concluded that the rocks here were once soaked in liquid water. Spirit a dû se démener pour atteindre son objectif et découvrir l'histoire de l'eau sur Mars, alors que pour Opportunity, tout était devant lui. Initialement prévu pour une mission de 90 jours, Spirit a duré plus de 6 ans. Opportunity, quant à lui, est resté en vie pendant 9 années supplémentaires, parcourant un total de 45 km, bien plus que tout autre astromobile. Opportunity made us Martians. There's been a team of people that go to work operating the rover, and the surface of Mars has now become our neighborhood. Mars peut être à la fois cruelle et bienveillante. Les scientifiques pensaient que la poussière qui s'accumulerait sur les panneaux solaires finirait par faire barrage à la lumière du Soleil et marquerait ainsi la fin de la mission. Mais les tourbillons martiens ont chassé la poussière, maintenu les panneaux solaires propres et permis aux astromobiles de continuer à faire avancer la science. Mais en 2018, une gigantesque tempête de poussière scelle le sort d'Opportunity. Cette tempête de poussière était vraiment malvenue. Elle était tellement grosse qu'elle a recouvert toute la planète. Et elle a duré si longtemps qu'Opportunity n'avait plus d'énergie du tout. Les autres instruments fonctionnaient très bien, mais sans énergie, ils ne pouvaient pas faire grand-chose. Le dernier message de l'astromobile Opportunity provenait des instruments d'ingénierie à bord et il disait « Ma batterie est faible et il fait sombre ». Et c'est comme cela que 15 ans d'opération à la surface de la planète rouge ont pris fin. This concludes operations for MER-1 spacecraft ID 253. Sat tag for all of us. MER project off the net. Mais même sans astromobile, l'humanité garde un œil sur la planète rouge. La NASA conçoit la sonde spatiale Mars Reconnaissance Orbiter, ou MRO, comme un œil dernière génération dans le ciel. Elle peut capturer des éléments de surface au mètre près et comporte un système de télécommunication inédit que d'autres missions martiennes pourront ensuite utiliser pour faciliter leur navigation. Depuis son arrivée en mars 2006, la sonde MRO a fait plus de 60 000 fois le tour de la planète et a fourni plus de données que toutes les missions précédentes réunies. Sa caméra très performante a cartographié 99% de la surface martienne, avec une précision sans précédent, révélant une planète toujours active et en pleine évolution. Si on en sait autant sur la Terre, c'est grâce à nos satellites. On peut observer ce qui se passe sur l'ensemble de la planète et comment elle évolue au fil du temps. Et c'est ce que Mars Reconnaissance Orbiter fait pour Mars. Elle étudie les changements sur l'ensemble de la planète. Le fait d'avoir un engin tel que la sonde Mars Reconnaissance Orbiter et ses caméras haute résolution en orbite autour de Mars a permis de révéler que la géologie de la planète est très variée. Nous avons obtenu de meilleures cartes de Mars que celles dont nous disposons actuellement de la Terre. La sonde MRO a recensé des emplacements intéressants pour l'envoi de futurs modules atterrisseurs et astromobiles afin de continuer la recherche d'eau sur Mars. Bien qu'il y ait des preuves évidentes du fait qu'il y a eu de l'eau sur la surface martienne, nous n'avons jamais pu creuser et permettre aux instruments d'un engin spatial d'y goûter.
La sonde Phoenix a atterri près des régions polaires du nord de la planète rouge et était équipée d'une petite pelle. Et à seulement 6 cm sous la surface, elle est tombée sur cette matière d'un blanc éclatant. The rovers have been investigating the history of past water on the planet Mars for almost 5 years now. Phoenix is the first mission to actually touch that Martian water. Elle a goûté pour la toute première fois à l'eau de Mars. L'eau est fondamentale pour la vie humaine. Déterminer où se trouve l'eau sur Mars, sa quantité et la manière d'y accéder est d'une importance capitale pour les éventuelles futures missions. L'eau est un élément essentiel à la vie telle que nous la connaissons. Mais nos robots espions ont détecté sur Mars un composé chimique souvent généré par la vie, le méthane. Les sondes que nous avons envoyées sur Mars n'ont pas encore trouvé de traces de vie, mais certains éléments laissent penser que cela pourrait arriver à l'avenir. Des substances organiques potentiellement complexes pourraient s'y trouver. Il y a des traces de méthane sur Mars. Et c'est important parce que le méthane est produit par des organismes vivants, du moins sur Terre. Nous appelons ça une biosignature. Il est tout à fait possible que son origine soit géologique, mais nous avons peut-être trouvé les premiers signes de vie ailleurs que sur la planète Terre. La recherche de vie et l'étude des autres mystères de la planète Mars se poursuivront lors de futures missions. Où est passée l'eau? A-t-elle abrité la vie? Mars est un excellent exemple de toutes ces grandes questions qu'on se pose sur l'univers qui nous entoure. Et comme elle est proche de la Terre, on peut l'explorer de manière plus approfondie. Et comme souvent en science, de nouvelles questions surgissent à mesure qu'on l'explore. Nous continuons à sonder le passé de Mars dans l'espoir de comprendre pourquoi l'eau a disparu. Et notre étoile est en partie responsable de cette transformation. Afin de comprendre la mécanique des planètes internes, nous devons percer les mystères qui régissent le système solaire. Nous devons étudier le Soleil. Le Soleil crée la chaleur et la lumière au sein du système solaire, ce qui permet à toute forme de vie sur Terre d'exister. Mais il a également créé des environnements extrêmes sur les autres planètes telluriques. Le Soleil a empêché la vie sur Mercure en lui ôtant son atmosphère. Et il a empêché la vie sur Vénus en provoquant l'évaporation de toute son eau et en alimentant un effet de serre démesuré. Le Soleil produit sa propre météorologie, de la matière et de la lumière, influençant dans une certaine mesure tous les corps en orbite. De temps en temps, d'intenses éruptions jaillissent au-dessus de la surface, projetant ainsi des particules chargées jusqu'à 3 millions de mètres par seconde. Parfois, ces projections entrent en collision avec la Terre. Les aurores boréales et les aurores australes sont le résultat de ces tempêtes solaires. C'est de la matière qui quitte le Soleil et qui rencontre le champ magnétique de la Terre. C'est formidable, ça fait de très jolies photos. Mais ça crée aussi des problèmes sur Terre, car ces éruptions peuvent perturber les transmissions radioélectriques. Les projections provoquent une tempête géomagnétique qui réchauffe certaines parties de l'atmosphère et exerce une résistance sur les satellites, ce qui interfère avec les systèmes de navigation et induit des courants électriques nocifs dans les réseaux électriques. Donc, pour prédire la météo solaire, on doit comprendre son origine et s'y intéresser de près. Les humains mènent des missions spatiales sur le Soleil depuis des décennies, mais jusque très récemment, notre étoile avait quelque peu été mise de côté. 3, 2, 1, 0. Liftoff of the mighty Delta IV Heavy rocket with NASA's Parker Solar Probe, a daring mission to shed light on the mysteries of our closest star, the Sun. Lancée en 2018, la sonde solaire Parker arrivera à moins de 6 200 000 km de la photosphère du Soleil, ou de ce que nous appelons la surface.
La mission Parker Solar Probe est très ambitieuse car la sonde va s'approcher du Soleil. Et comme vous vous en doutez, c'est un endroit extrêmement chaud. Il y aura aussi beaucoup de rayons provenant du vent solaire. En dehors du champ magnétique terrestre qui détourne la majeure partie du vent solaire de la Terre, les instruments de la sonde solaire Parker auront leur propre bouclier thermique, de la mousse de carbone entourée de 2 plaques de composite carbone-carbone. D'un côté, la température atteindra 1400 degrés Celsius, mais de l'autre côté du bouclier, la majorité de la sonde spatiale restera à une température confortable de 30 degrés. La capacité de la sonde à survivre à la mission avec des instruments qui fonctionnent et à faire face à tant d'énergie thermique provenant du Soleil est assez étonnante. La température du Soleil est l'une des énigmes que nous cherchons à résoudre. Le Soleil est un grand mystère. La température à sa surface est de 6000 degrés Celsius. Et en s'en éloignant, la température ne baisse pas comme on pourrait l'imaginer. Au contraire, elle augmente de manière spectaculaire jusqu'à atteindre 2 millions de degrés Celsius. Nous avons de nombreuses théories sur les raisons de ce phénomène et la sonde solaire Parker nous aidera à tester ces théories. Il est très important de mieux comprendre l'activité solaire et de la surveiller. Ce serait formidable si nous pouvions la modéliser. Le Soleil est le moteur de notre système solaire. La sonde solaire Parker va nous aider à mieux comprendre comment fonctionne réellement ce moteur. Nous allons soulever le capot du véhicule pour la première fois. L'humanité aspire depuis longtemps à voyager dans les étoiles, et les planètes telluriques pourraient bien finir par lui ouvrir une porte sur l'univers. Mars est la plus proche de toutes, mais les obstacles sont nombreux. Il faut seulement quelques jours pour atteindre la Lune, mais Mars, c'est une autre paire de manches. Un aller simple vers Mars prendrait environ 6 mois, mais la mission qui ramènerait les humains sur Terre durerait 2 ans. Le premier problème, c'est comment amener les gens sur Mars et les déposer à la surface. Ces défis techniques sont indéniablement majeurs, mais nous avons l'habitude de surmonter ce genre d'obstacles. Les plus grands défis seront d'ordre humain. Arriver là-bas en bonne santé, autant sur le plan psychologique que physique, sera un grand pas en avant. Les délais de communication seront considérables, tout comme les délais pour obtenir une aide médicale. Et il faudra donc que ces colonies soient largement autosuffisantes. L'exploration avec équipage requerra une infrastructure soigneusement étudiée et déjà prête sur place. Nous devons imaginer des missions durables et exploiter les ressources disponibles sur place, comme les combustibles et l'eau, pour créer tout ce dont nous avons besoin pour survivre. Il s'avère que Mars n'est pas un endroit propice à la vie humaine. Si nous allions vivre sur Mars, il nous faudrait vivre sous terre. Car en plus des gigantesques tempêtes et des basses températures, il n'y a pas de couche d'ozone. Les rayons du soleil arrivent tels quels, et cela provoquerait des cancers et d'autres problèmes très graves chez les humains. Mars présente toutes sortes de dangers liés aux radiations et à la pression atmosphérique, qui ne représentent qu'environ 1% de celle de la Terre. Et les températures sont très basses. Ce ne serait pas une maison idéale pour les humains. Il faudra rassembler les esprits les plus brillants pour réussir à laisser une première empreinte sur Mars. Des innovations exceptionnelles doivent encore être réalisées pour faire face à ces difficultés, comme nous l'avons fait lors de la mission lunaire. Nous disposons de beaucoup d'appareils, de technologies et de savoir-faire sur Terre. Nous gagnons toujours à réaliser ce genre d'innovation. Il ne faut pas avoir peur des grands défis. Avant de poser un pied au-delà de la Terre, nous devons répondre à une question fondamentale. Ces planètes sont-elles faites pour nous? C'est un débat philosophique très intéressant. Nous pourrions coloniser Mars à l'avenir, mais devrions-nous vraiment le faire? Et comment le faire correctement?
Je considère que l'humanité a le devoir d'explorer ce qui l'entoure. Et cela s'accompagne d'un devoir de protection des lieux que nous allons visiter. Pour autant que nous sachions, Mars pourrait abriter des organismes vivants. Jusqu'à ce que nous puissions affirmer avec certitude que Mars est une planète stérile, nous devons faire très attention à la manière dont nous la traitons et ne pas la considérer uniquement comme un lieu que les humains pourraient envahir. Il faudra faire très attention. Dès que nous poserons le pied sur une autre planète, nous la modifierons pour toujours. En perçant les mystères des planètes internes, l'humanité en apprend davantage sur la Terre. En observant nos voisines, Mars et Vénus, on se rend compte qu'elles ressemblent beaucoup à différentes périodes de la Terre. Et ça nous donne des indications sur notre propre histoire et sur notre destination. Bien que ce dernier siècle d'exploration ait révélé de nombreuses données, nous devons aller plus loin et continuer à faire de nouvelles découvertes. Les êtres humains sont des explorateurs. Nous explorons tous, de notre naissance à notre mort. Sans explorer, nous ne pouvons pas progresser en tant que civilisation. La question n'est pas de savoir si nous nous aventurerons sur ces planètes, mais quand. Nous sommes faits pour explorer, comprendre et étudier. Et nous nous inspirons de tout cela.